Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir parce que vous allez entendre des nouvelles d'Afghanistan qui sont différentes de ce qu'on vous dit habituellement. C'est vrai que quand vous avez des nouvelles, on vous parle des trafics de drogue, on vous parle des bombes, on vous parle des talibans, on vous parle de Daesh, on vous parle de beaucoup d'horreurs. Et sans nier la réalité, moi je vais vous parler de bonnes nouvelles, je vais vous donner de bonnes nouvelles. Il y a de l'espoir dans ce pays et il y a quand même de la joie. Mais avant de vous raconter tout ça sur l'Afghanistan et sur mon travail là-bas, il faut que je vous dise un tout petit peu qui je suis. Je suis obligée, vous savez, c'est comme au jeu de loi. Vous êtes à une case et on vous dit Huit à la case départ. Et je suis obligée d'y passer, bien que ça soit très difficile pour moi de le dire. Il faut que je vous explique, et pour ça vous comprendrez mieux ma démarche, pourquoi je suis arrivée en Afghanistan il y a effectivement 18 ans, plus que 18 ans. C'est quelque chose de très intime et très triste à la fois. Mon mari, Jacques et moi-même, nous avions un petit garçon qui, à l'âge de 10 ans, est mort d'une leucémie foudroyante. Ce drame, vous êtes tous parents, grands-parents, vous comprenez ce que ça peut faire. Et ce tsunami, en fait, nous a complètement détruits et a fait que nous avons complètement changé de vie et changé nos repères de vie aussi. Et nous avons aussi fait une recherche spirituelle et nous avons retrouvé la foi de notre enfance. Et c'est cette foi qui me porte encore aujourd'hui. Nous sommes donc, je me suis dit que la seule façon de retrouver un sens à ma vie, c'était de m'ouvrir aux autres et de regarder ceux qui souffrent, de me décentrer de ma propre souffrance et d'essayer du mieux que je peux de faire quelque chose. Alors nous sommes partis pour une mission humanitaire. La première fois, c'était au moment du Kosovo, de la guerre du Kosovo en Albanie. Donc nous sommes partis là-bas et ensuite l'organisation, qui était une organisation suisse, nous a demandé si nous voulions aller en Afghanistan. Et nous sommes arrivés à Kaboul le 3 février de l'an 2000. C'était l'ère des talibans. Donc vous vous souvenez, cette dictature religieuse totalitaire faisait souffrir la population d'une manière absolument dramatique et terrible. Et je peux dire qu'on a eu un coup de cœur pour l'Afghanistan. Quand je suis arrivée, quand nous sommes arrivés, les gamins étaient partout dans les rues. En Afghanistan, il fait extrêmement froid l'hiver, puisque nous sommes à 1800 mètres, entourés par les chaînes de l'Hindu Kush, donc les contreforts de l'Himalaya, et il y faisait moins 20, moins 30 degrés. Et les gamins étaient très peu vêtus, avec des petits pantalons de coton, et ils avaient les pieds nus dans leurs sandalettes en plastique. Et j'ai eu vraiment cette attirance pour cette population et aussi pour les femmes. Les femmes étaient très peu dans les rues puisque les talibans interdisaient aux femmes d'aller dans les rues, mais par contre, quelquefois, elles étaient sous leur burqa sur le trottoir en train de mendier. Et les gamins des rues nous demandaient, nous arrêtaient toujours et nous demandaient bien sûr de l'argent, bien sûr de la nourriture parce qu'ils crevaient de faim, mais aussi des cahiers, un cahier et des crayons. Et j'ai trouvé que c'était remarquable pour ces petits gamins qui n'avaient rien à manger, de vouloir déjà s'éduquer. Les talibans, bien sûr, comme vous le savez, avaient fermé toutes les écoles. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut les aider, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est donc pendant cette période des talibans, en voyant cette population, que le projet que je suis toujours en train de faire a pris vraiment naissance dans nos cœurs. Ensuite, le 11 septembre est arrivé et nous avons été évacués par le dernier avion quittant Kaboul. En France, nous sommes restés 4 mois et pendant ces 4 mois, j'ai écrit vraiment le projet avec Jacques, mon mari, qui s'occupait plutôt des finances, et nous avons créé l'organisation Le Pélican. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes du Pélican qui m'ont rejoint ce soir.
Merci beaucoup. Et ces personnes sont toujours avec nous. Nous sommes revenus à Kaboul et nous avons créé, donc 4 mois après, et nous avons créé notre première école du Pélican. Ce que nous avions vu pendant les talibans, nous voulions absolument ce grand manque donc d'éducation, mais aussi de nourriture. Nous voulions vraiment leur donner tout ça. Donc on a créé ces écoles et on a également fait un réfectoire et on leur a également donné un repas chaud par jour. Et nous voulions aussi, moi je tenais absolument, c'est tous des gamins qui travaillaient beaucoup, qui étaient responsables de ramener à la maison un peu de sous. Donc ils faisaient des petits boulots dans la rue, mais ils faisaient aussi beaucoup les tapis. Donc je voulais absolument leur redonner un semblant de vie d'enfant équilibré. Donc je m'étais dit, il faut leur donner du sport. Absolument, il faut leur donner de la joie, donc des jeux, de la peinture, etc. Donc on a fait ça. Et puis aussi, on s'est dit, il faut absolument préparer avec eux leur futur. Donc on va leur donner aussi une formation professionnelle. Donc on a monté un atelier de fabrication de pain et de croissants français. On a monté, ensuite, on a eu un petit café pour leur donner aussi... pour tout ce qui est métier de bouche, et on a fait ça pendant 2 ans. Ensuite, la sécurité a été tellement mauvaise, on a été nous-mêmes menacés et on a fermé. Par contre, les femmes, on leur donnait toujours des cours de coupe et de couture. Ce que je voulais vous dire aussi, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons 2 écoles à Kaboul, une école pour les enfants et les femmes, et une école pour les sourds-muets. Parce qu'en Afghanistan, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de sourds-muets dus au mariage consanguin, dû aux bombes et dû aussi aux maladies infantiles non soignées ou mal soignées. Et c'est cette population donc qui a ce grand handicap est assez ostracisée, isolée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a très peu de choses pour eux en Afghanistan actuellement. Et je me suis dit, il faut absolument les aider, ces gens-là. Donc, on a créé une école avec un jardin d'enfants, avec des tout petits minous de 3 ans, et ensuite 6 ans, 7 ans, et on arrive jusqu'à la dernière dame que j'ai prise juste avant de venir en France. Elle a dans les 42 ans, 50 ans à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement en Afghanistan, à Kaboul. Alors, pourquoi je reste toujours là-bas? Pourquoi j'ai l'espoir dans ce pays? Parce que la population je remarque que cette population a vraiment envie de s'en sortir. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Bien sûr, la réalité est qu'il y a beaucoup d'attentats terroristes et que il y a les talibans, il y a Daesh, et que c'est un vrai pays en guerre. Mais la population n'en peut plus cette guerre. Alors il y a une chose qui se passe qui est extraordinaire. La population semble maintenant vraiment se prendre en main et vouloir dire au gouvernement et vouloir dire à l'Europe, à nous tous, écoutez, aidez-nous à trouver la paix. Alors il y a eu une démarche extraordinaire. Il y a eu un énorme attentat à Helmand. C'est une ville située à 650 km de Kaboul. Et cette bombe, cet attentat a fait beaucoup de morts. 5 hommes, 5 personnes d'une famille se sont levées et se sont dit, on va faire une marche pour la paix. Ils ont commencé à marcher, et vous savez, Helmand, c'est pas les routes, il n'y a pas de route, c'est pas les jolis chemins forestiers de la Bresse. Donc, ce sont des routes très, très arides, très difficiles, et ils ont marché. Et chaque fois qu'ils traversaient un village ou une petite ville, les gens les accueillaient, leur donnaient à manger, leur donnaient à boire et les invitaient à passer la nuit chez eux pour se reposer. Et le lendemain, quand ils marchaient en direction de Kaboul, il y avait 5, 10 autres hommes qui les suivaient. Aujourd'hui, et je les ai rencontrés, aujourd'hui ils sont presque 300 hommes à Kaboul qui viennent pour demander la paix.
Ils vont et ils toquent aux portes des ambassades. Moi j'ai vu leur tente. J'allais à Kaboul justement et j'ai vu leur tente face à l'ambassade anglaise parce qu'ils veulent demander aux diplomates de faire quelque chose. Ils disent, et même entre eux, vous savez, les Afghans, malgré tout, ils sont très claniques, hein, et donc entre toutes les ethnies, il y a des difficultés. Et donc, ils ont dit, on arrête avec les Kalachnikovs, on va plus se venger, mais on va essayer de promulguer la paix, et pour ça, on a besoin des diplomates. Donc, je trouve que c'est une démarche extraordinaire. J'ai jamais connu ça en 18 ans. Voilà. Je voulais vous dire aussi que ce que j'ai peut-être oublié de dire au début, je suis dans la population Hazara. La population Hazara est discriminée, a été massacrée par les talibans et Daesh, qui est maintenant en Afghanistan, dit on va les tuer parce qu'ils sont de religion chiite. Donc moi je suis dans cette population et quand on me dit oui c'est risqué Ariane, tu devrais peut-être laisser tomber maintenant, je dis ben non, moi j'aime ces gens. Donc ils risquent leur vie, et moi je vais aussi les accompagner. L'Afghanistan est un pays malade à cause de la drogue, à cause de ce qui se passe au point de vue bombe et terroriste. Et je me dis, ben, comme un médecin, il ne va pas abandonner un malade qui est très malade. Au contraire, il va trouver d'autres médicaments et d'autres protocoles. Donc moi j'ai envie de continuer vraiment dans ce pays parce que je vois que cette population elle a vraiment besoin de nous tous. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est, je vais vous raconter 2 histoires si j'ai encore le temps. Je vois beaucoup comment dire d'élèves, d'anciens élèves qui étaient arrivés, ils avaient 6, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont fait leur éducation. On donne l'éducation jusqu'au niveau de la 4e en France. Et donc, ces élèves reviennent me voir. Alors, j'ai beaucoup d'histoires, mais je n'ai pas le temps de vous les dire toutes. Mais en tout cas, je vais vous raconter l'histoire de Hadi. Hadi, c'était un petit garçon aveugle. Bien sûr, il est toujours aveugle. Mais Hadi est arrivé avec son papa. Il avait dans les 9 ans. Et Hadi était rejeté de toutes les écoles, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas équipés. Donc, et le papa est arrivé en me disant, écoute, tu le prends. J'ai dit, ben, je vais essayer de faire quelque chose avec lui. Et je lui ai donné des cours d'anglais. Et Hadi est venu me voir récemment, il y a quelques mois, il a 25, 26 ans maintenant, il est marié. Et il m'a dit, Ariane, à cause de ce que tu m'as donné au départ, j'ai continué l'anglais et j'ai pu devenir un prof d'anglais, bien sûr, sans écriture, mais oral, et je fais des traductions. Et maintenant, j'ai quelques étudiants qui sont aveugles à qui je donne des cours d'anglais. Et alors, il m'a pris la main, chose qu'ils font jamais en Afghanistan, pour ceux qui ont été. On ne touche pas les femmes, et surtout pas une expatriée, une étrangère. Et il m'a pris la main et il m'a dit, tu sais, tu es comme ma sœur. Je lui ai dit, écoute, Hadi, tu ne me vois pas, parce que je serais plutôt ta grand-mère. Alors on a bu un coca ensemble, et puis voilà. Et puis l'histoire de Fatima. Fatima est toujours sourde, muette. C'était une enfant à l'époque, quand elle est arrivée, elle avait très petite, elle devait avoir 6 ans. Et sa mère me l'amène en me disant, écoute, tu la prends, tu vas l'éduquer. Et c'était tout au début, quand on a créé notre première école, c'était en 2003, 2002. Et j'ai dit, ben, je peux pas, parce que je suis pas équipée, je connais pas la langue des signes, comment je vais faire avec ta fille et tout. Alors elle m'a dit, sa maman m'a dit, ben écoute, si tu la prends pas, elle va faire tous les travaux domestiques, et à 14 ans, on va la marier. Alors bien sûr, ça m'a brisé le cœur, et je me suis dit, ben on va la prendre. Donc on a pris cette petite Fatima. Elle avait des yeux de biche, elle a toujours des yeux de biche, adorable petite gamine, et qui, par sa volonté, c'est ça ce que je veux vous dire, c'est ça l'espoir dans ce pays, la volonté de cette gamine, son intelligence, sa détermination à s'en sortir, elle lisait sur les lèvres de sa prof, et sur mes lèvres aussi, et elle s'appliquait, elle écrivait beaucoup, évidemment, puisqu'elle n'entendait pas, et est venue une autre petite fille qui s'appelle Neda, pour tout vous dire, et j'avais ces 2 gamines, et puis je me suis dit, ben oui, ça va très bien.
Seulement, j'ai essayé de faire plus pour ces gamins, donc, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Finalement, j'ai trouvé une prof de langue des signes qui est toujours avec nous et a commencé l'école des sourds. Donc, on en a eu 2, on en a eu 3, etc. Maintenant, on en a 84. Comme je vous ai dit, des tout petits et des grands. On s'est beaucoup agrandi. Mais la fin de l'histoire, parce que je trouve que c'est une belle histoire, elle est mariée, c'est une jeune femme épanouie, elle a eu un bébé, et elle est devenue chez nous prof. Dans notre école de sourds, les gamins, les gamines plutôt, qui ont étudié la langue des signes chez nous, et on fait vraiment une éducation extrêmement sérieuse, je suis très sévère avec les profs, et eh bien, on a, pour le moment, on a 8 professeurs, 2 parlent, mais les autres, les 6, ne parlent pas, ils sont sourds-muets. Il y a 2 jeunes gens qui vont à l'université et qui enseignent aux garçons, aux grands garçons, et les 4 filles étaient toutes des élèves du Pélican. Alors voyez-vous, elles sont salariées, hein, tous les Afghans, moi je suis la seule expatriée, mais on a 35 salariés. Donc ce que je veux dire, c'est ça. On redonne, on essaye de redonner vraiment une dignité à ces gens et surtout à ceux qui ont un gros handicap. Et c'est pour ça que je crois, vous voyez, quand je vois, comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur d'étudier, moi je leur donne des cours d'anglais, le bonheur d'étudier, la joie, il n'y a pas d'absentéisme. C'est une explosion de joie quand ils viennent à l'école. Ils ne viennent pas à l'école en traînant les pieds. Et pour moi, c'est une joie, c'est une passion, c'est un amour, c'est le sens de ma vie. Et j'ai vraiment envie de continuer à les aider parce qu'ils en valent la peine. Quand vous entendrez des horreurs sur l'Afghanistan, parce que c'est vrai, il y a encore, je ne peux pas dire que tout va bien, tout va mal, je peux dire, sauf quand il y a des preuves comme ça, des preuves de la volonté des gens qui veulent s'en sortir. Et dans le quartier Hazara, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si j'ai le temps, si j'ai encore 2 minutes, parce que vous savez, quand on commence à me demander, à dire quelque chose sur l'Afghanistan, ben c'est vrai que j'ai plus envie de m'arrêter, parce que j'aime vraiment ces gens, sincèrement. Donc, ce que je voulais dire aussi, dans ce quartier Hazara, au départ, ils étaient un peu intrigués, mais c'est quoi ces gens? Et en plus, ils sont français, mais c'est quoi ça? Ils ne savaient presque pas, quoi. Et finalement, ils nous ont observés, ils ont vu les résultats de leurs gamins qui sortaient du Pélican en sachant lire et écrire. Je ne vous parle pas des écoles afghanes, ce n'est pas le problème ce soir, mais je peux vous dire que chez moi, ils sortent en sachant lire et écrire. Et donc ensuite, ils vont plus loin quand ils veulent. Ils arrivent jusqu'à l'université, ils arrivent à passer le bac. Donc, nous, on leur met, finalement, je me rends compte qu'on leur met le pied à l'étrier. Et ensuite, c'est eux qui font. Parce que quand ils viennent me dire merci, parce qu'en plus, ils disent beaucoup merci, c'est des gens qui sont très, très respectueux et très reconnaissants. Donc, ils viennent me dire, tu vois, j'ai réussi, j'ai mon bac, voilà, c'est parce que les bases étaient bonnes. Je lui dis, oui, mais n'oublie pas que c'est toi qui as bossé. C'est toi qui as eu la volonté de travailler. C'est pas moi. Nous, on t'a donné ce qu'il fallait et toi, tu en as fait quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ça. Et pour les gens qui ont eu, ou oui, je peux dire, une grande souffrance, je peux vous dire aussi que d'aller vers les autres, que d'aider les autres, et que donner de l'amour, ça revient en boomerang. Et vous voyez, aujourd'hui, bien sûr, personne ne remplacera mon fils, c'est évident, mais j'ai une joie qui est profonde et qui est vraie. Voilà, je vous remercie beaucoup.